La commandante Olivia Blackwell se tenait sur le pont du Défiant, le vaisseau terrestre E. Son visage était grave, tandis qu'elle observait la lumière bleue d'un message holographique du Conseil galactique. Les 7 chefs extraterrestres la regardaient d'un air froid. « Le Conseil a pris sa décision », déclara le grand extraterrestre à la peau grise au centre. Les humains sont désormais classés comme espèces subordonnées de catégorie 3. Les mains d'Olivia agrippèrent la rambarde devant elle. Elle savait ce que cela signifiait. La Terre allait désormais devoir se conformer aux règles du Conseil. Elle devrait abandonner ses vaisseaux, ses ressources et le droit de s'étendre sur de nouvelles planètes. Les humains deviendraient des ouvriers pour les extraterrestres les plus avancés. Nous prévoyons que la Terre se conformera d'ici 7 jours standards, poursuivit l'extraterrestre. Toute résistance est déconseillée. L'hologramme disparut. Le silence régnait sur la passerelle. Puis tout le monde se mit à parler en même temps. Ils ne peuvent pas nous faire ça. Nous n'avons rien fait de mal. Nous devons nous battre. Olivia leva la main et le silence revint. Envoyez un message à l'amiral Mercer, dit-elle à son officier de communication. Dites-lui qu'on a besoin d'une réunion d'urgence. 6 heures plus tard, Olivia était assise à une grande table avec les dirigeants de la Terre. Officiers, scientifiques et représentants du gouvernement remplissaient la salle. L'amiral John Mercer, un homme grand aux cheveux gris et au regard perçant, se tenait au premier rang. Le Conseil galactique existe depuis plus de 10 000 ans, expliqua-t-il. 7 espèces contrôlent tout. Elles possèdent plus de vaisseaux, plus d'armes et une technologie plus avancée que nous. Si nous les combattons ouvertement maintenant, nous perdrons. Alors, on abandonne, demanda quelqu'un. Non, répondit Mercer avec un léger sourire. Nous semblons obéir pendant que nous nous préparons. Il se tourna vers un jeune officier aux yeux brillants et au visage sérieux. Lieutenant Peter Hayes, je veux que vous étudiez tout ce que nous savons sur les espèces du Conseil. Trouvez leurs faiblesses. Peter hocha la tête. Oui, monsieur. Docteur Amanda Wright. Mercer continua en regardant une femme aux cheveux bruns courts. Vous avez étudié le comportement des extraterrestres. Que pensez-vous de cette situation? Amanda se leva. Les espèces du Conseil nous voient comme simples et primitifs. Ils nous croient prévisibles. C'est une bonne nouvelle. En quoi est-ce une bonne chose? Demanda quelqu'un. Parce qu'ils ne s'attendront pas à ce que nous nous adaptions, répondit Amanda. Ils sous-estimeront le potentiel des humains. La réunion dura des heures. À la fin, un plan se dessinait. La Terre ferait semblant d'accepter leur nouveau statut. Ils suivraient les règles en surface, mais en profondeur, ils se prépareraient. 3 jours plus tard, un grand vaisseau arriva en orbite terrestre. Il appartenait aux Veltraxiens, une espèce du Conseil. Il ressemblait à de grands lézards dotés d'écailles et de dents acérées. Leur chef, le commandant Chizik, vint sur Terre pour expliquer aux humains ce qu'ils devaient en faire. « Vous nous donnerez 30% de vos vaisseaux militaires, » dit Chizik, montrant les dents dans ce qui ressemblait à un sourire. « Vous autoriserez nos inspecteurs à bord de tous les vaisseaux restants. Vous fournirez des ressources tous les 3 mois. C'est un traitement généreux pour une jeune espèce. » Olivia Blackwell observait depuis le coin de la salle les représentants officiels de la Terre
hochait la tête et approuvait tout. Son visage était vide, mais son esprit fonctionnait à toute vitesse. Cette nuit-là, elle rencontra l'amiral Mercer dans une salle sécurisée, profondément sous terre. Les Veltraxiens pensent que nous avons tout accepté trop facilement, dit Mercer. Mais ils pensent que c'est parce que nous avons peur. Et ce n'est pas le cas, demanda Olivia. Non, dit Mercer, nous planifions. Le Conseil pense connaître les humains. Ils nous prennent pour des naïfs. Mais ils ne comprennent pas notre histoire. Et notre histoire, demanda Olivia. Les humains ont toujours été doués pour une chose, dit Mercer en souriant. Trouver le moyen de gagner quand tout le monde s'attend à ce que nous perdions. Des messages secrets circulèrent sur Terre. Des vaisseaux censés avoir été remis au Conseil étaient en réalité cachés dans des champs d'astéroïdes. Les scientifiques commencèrent à étudier la technologie du Conseil à partir des fragments auxquels ils avaient accès. Les officiers militaires préparèrent une résistance que le Conseil ne verrait jamais venir. Les Veltraxiens observèrent les humains baisser la tête et obéir aux ordres. Ils rapportèrent au Conseil que la Terre était sous contrôle. Ils croyaient que les humains avaient accepté leur place dans la galaxie. Ils avaient tort. 3 mois s'étaient écoulés depuis la déclaration du Conseil. Le haut commandant Viltreksien Chizik, assis dans son bureau sur la base lunaire, rédigeait un rapport à ses supérieurs. Les humains ont rapidement accepté leur place, écrivait-il. Ils respectent toutes les règles et fournissent les ressources à temps. Ils font preuve de respect envers les membres du Conseil. Ce sont des créatures simples qui comprennent leurs limites. Chizik sourit, montrant ses dents acérées. Le Conseil avait eu raison de classer les humains en catégorie 3. Ils ne représentaient aucune menace. Ce que Chizik ignorait se passait dans les profondeurs des montagnes rocheuses de la Terre. Dans une vaste salle souterraine remplie d'ordinateurs et d'équipements étranges, le docteur Samantha Miller travaillait avec son équipe de 20 scientifiques. Ils étudiaient des éléments de la technologie du Conseil depuis des mois. « Regardez ça », dit Samantha à son assistante. Elle posa la main sur un petit appareil métallique. Il s'illumina d'une lumière bleue. Les appareils du Conseil réagissent différemment au toucher humain. Nos schémas cérébraux créent des effets inhabituels dans leur système. Son assistante hocha la tête. « Pouvons-nous utiliser cela ?»« Oui, » répondit Samantha en souriant. « Nous pouvons construire des outils qui leur paraissent simples, mais qui fonctionnent de manière inattendue. À des kilomètres de là, dans une zone de l'espace proche de Jupiter, le capitaine Gregory Daniels flottait à bord de ce qui ressemblait à un vieux vaisseau minier. Mais il ne s'agissait pas d'une exploitation minière. Derrière de faux murs et des panneaux cachés se trouvaient des armes et des systèmes avancés. Des vaisseaux similaires étaient disséminés à travers le système solaire, tous faisant semblant d'être des opérations humaines normales. « Lieutenant Reynolds, comment se passe l'entraînement ?» demanda Gregory. Kate Reynolds, une femme aux cheveux noirs courts et au regard sérieux, leva les yeux de son ordinateur. « Bien. Notre peuple apprend à se battre avec des méthodes que le Conseil n'a jamais vues. Ils s'attendent à ce que nous utilisions leurs tactiques. Nous ne le ferons pas. » Grégory acquiesça. Le Conseil pense que nous avons abandonné 30% de notre flotte. Ils ignorent que nous avons caché nos meilleurs vaisseaux et équipages. Sur Mars,
Une équipe d'inspection du Conseil dirigée par Follex, un grand extraterrestre bleu à 4 yeux, a visité une station de recherche humaine. Follex pouvait ressentir les émotions des autres êtres. Quelque chose clochait, mais il ne parvenait pas à identifier ce qui se passait. Votre établissement répond à toutes les exigences, dit-il au responsable humain. Mais je sens que vous m'inquiétez. La responsable, une femme nommée Lisa Brooks, sourit. Je suis désolé. Nous sommes encore en train de nous habituer aux règles du Conseil. J'ai peur de faire des erreurs. Follex accepta cette explication, mais il resta mal à l'aise en partant. Il n'avait pas remarqué le petit appareil que Lisa avait placé sur son vaisseau pendant l'inspection. L'appareil copiait discrètement les données des systèmes de sécurité du Conseil. De retour sur Terre, l'amiral Mercer rencontrait ses principaux conseillers dans leur base souterraine. Le projet Cheval de Troie avance, dit-il. Le Dr Miller a réalisé des avancées technologiques majeures avec le Conseil. Le capitaine Daniels a 20 vaisseaux prêts. Le lieutenant Hayes a identifié des faiblesses dans les défenses du Conseil. Et les Veltraxiens qui nous observent, demanda quelqu'un. Ils voient ce qu'ils s'attendent à voir, répondit Mercer. Ils pensent que nous avons accepté la défaite, parce que c'est ce que font toujours les espèces de catégorie 3. Le docteur Amanda Wright entra dans la pièce avec de nouvelles informations. J'ai étudié les comportements des espèces du Conseil, dit-elle. Elles ne nous considèrent pas seulement comme inférieures. Elles ne comprennent pas le raisonnement humain. Explique-nous, dit Mercer. Les espèces du Conseil évoluent différemment, poursuivit Amanda. Elles suivent scrupuleusement les schémas et les règles. Elles ne comprennent pas pourquoi quelqu'un prétendrait accepter les règles tout en prévoyant de les enfreindre. Cet angle mort nous donne un avantage. Ils ne comprennent pas pourquoi quelqu'un prétendrait accepter les règles tout en prévoyant de les enfreindre. Cet angle mort nous donne un avantage. Le lieutenant Peter Hayes a montré une carte de l'espace du Conseil sur grand écran. Nous avons identifié 7 endroits clés où leurs défenses sont les plus faibles. Quand viendra le moment d'agir, nous devrons frapper ici, ici et ici d'abord. Mercer étudia la carte. Bon travail, mais nous avons besoin de plus d'informations sur leur protocole militaire avant de pouvoir agir. J'ai une idée pour ça, dit Peter. Il esquissa un plan pour un accident à l'avant-poste martien qui permettrait de recueillir davantage de données. À la fin de la réunion, Mercer regarda son équipe. N'oubliez pas, nous n'avons qu'une seule chance. Dès que le Conseil réalise de quoi les humains sont capables, tout change. Nous devons être prêts. À l'extérieur, des vaisseaux veltraxiens patrouillaient en orbite terrestre. Les inspecteurs du Conseil parcouraient les villes humaines, satisfaits de ce qu'ils voyaient. Ils rapportaient que les humains s'adaptaient bien à leur nouveau statut. Aucun d'eux ne remarqua que sous la surface de la coopération, l'humanité se préparait. Une situation inédite pour le Conseil galactique. 6 mois après le début de l'occupation, un groupe d'ingénieurs humains travaillait à l'avant-poste veltraxien sur Mars. Leur chef, Steve Jackson, faisait visiter les installations à un officier veltraxien. Ces systèmes nécessitent une maintenance régulière, expliqua Steve en désignant une grande boîte métallique avec des lumières clignotantes. Nous avons presque terminé. Le veltraxien hocha la tête, l'air ennuyé. Les humains étaient des travailleurs si simples.
Il suivait les instructions et ne causait jamais de problème. « Je dois vérifier une autre zone », dit Steve. Parfois, les fréquences radio se mélangent dans cette section. Steve tourna un bouton sur sa ceinture à outils. Soudain, tous les Viltraxiens présents dans la pièce se saisirent la tête. Leurs yeux clignèrent rapidement, et ils vacillèrent sur leurs pieds. « Que se passe-t-il » demanda l'un d'eux d'une voix pâteuse. « Oh non, il doit y avoir un problème avec l'équipement, » dit Steve, l'air inquiet. « Laissez-moi le réparer. » Pendant que les Veltraxiens étaient désorientés, le docteur Maria Lopez, l'assistante de Steve, connecta rapidement un petit appareil à l'ordinateur principal des Veltraxiens. Le transfert de données commença immédiatement. L'écran affichait les protocoles militaires, la localisation des vaisseaux et les codes de sécurité. Steve ajusta de nouveau son cadran. Les Veltraxiens se reprirent lentement. « Je suis vraiment désolé », dit Steve. « Les équipements humains créent parfois des fréquences inattendues. Cela ne se reproduira plus. » L'officier veltraxien était furieux, mais pensait qu'il s'agissait simplement d'incompétence humaine. Il ne remarqua pas Maria déconnecter son appareil, désormais rempli d'informations précieuses. Ce soir-là, les données parvinrent à l'amiral Mercer sur Terre. Il les examina avec le lieutenant Hayes et le Dr. Wright. « C'est exactement ce dont nous avions besoin, » dit Mercer. « Nous connaissons maintenant leurs horaires de patrouille et leurs codes de communication. » Le Dr. Wright désigna un passage du rapport. « Regardez ça. Les 7 espèces du Conseil ne se font pas confiance. Les Veltraxiens et les Arboréens se détestent particulièrement. Pouvons-nous en profiter ?» demanda Hayes. Wright hocha la tête. « Leur unité n'est pas aussi forte qu'ils veulent nous le faire croire. Sur une lune lointaine, une cérémonie officielle avait lieu. Les membres du Conseil s'étaient réunis pour célébrer l'intégration réussie de la Terre en tant que planète subordonnée. L'ambassadeur William Clark, représentant officiel de la Terre, se tenait devant la foule d'extraterrestres. L'humanité est reconnaissante envers le Conseil pour ses conseils, dit Clark d'une voix calme. Nous avons beaucoup appris ces 6 mois. Nous comprenons désormais notre place. Les délégués extraterrestres hochèrent la tête en signe d'approbation. Le grand ancien Faxel, le doyen des membres du Conseil, se leva pour prendre la parole. « La Terre a fait preuve de sagesse en acceptant l'ordre naturel, dit-il. Certaines jeunes espèces résistent et souffrent. Les humains ont choisi la meilleure voie. Ce que Faxel ignorait, c'est que le discours de l'ambassadeur Clark contenait des messages cachés. Certaines phrases et combinaisons de mots étaient en réalité des codes pour les agents humains présents dans l'espace du Conseil. Tandis que Clark parlait de collaboration et d'apprentissage de ses erreurs, il donnait en réalité des instructions pour la phase suivante de résistance. Le Dr. Miller a reçu l'enregistrement du discours de Clark dans son laboratoire souterrain. Elle l'a diffusé à travers un filtre spécial qui mettait en évidence les messages intégrés. « Il est temps d'activer la phase 2, a-t-elle annoncé à son équipe. Commencez à améliorer les vaisseaux cachés avec la nouvelle technologie. Loin de la Terre, dans les colonies minières et les stations commerciales, les humains commencèrent à apporter de légères modifications aux technologies du Conseil qu'ils étaient autorisés à utiliser. Ils ajoutèrent des composants cachés et recablaient les systèmes. En apparence, tout semblait normal. Mais ces machines modifiées fonctionnaient désormais mieux que les modèles
originaux du Conseil. Un inspecteur Valtraxian examina une telle machine sur une installation d'extraction d'astéroïdes. Cet extracteur répond aux normes du Conseil, dit-il en comparant sa liste à celle de son inspecteur. Le mineur acquiesça. Oui, monsieur. Équipement standard. L'inspecteur poursuivit son chemin, ignorant que la machine produisait désormais 40% de matériaux, de plus que ce que le Conseil autorisait. Les ressources supplémentaires étaient stockées dans des compartiments cachés à travers l'astéroïde. De retour sur Terre, l'amiral Mercer finalisait ses plans. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Les humains du système solaire et au-delà étaient prêts à recevoir le signal. « Combien de temps encore devrions-nous attendre ?» demanda le lieutenant Hayes. « Pas longtemps, » répondit Mercer. « Le Conseil prévoit une mission scientifique vers Jupiter le mois prochain. Ce sera l'occasion de leur montrer de quoi les humains sont réellement capables. » Au-dessus d'eux, des vaisseaux veltraxiens poursuivaient leur patrouille, ignorant que sous leurs yeux lavés, l'humanité se préparait à changer la galaxie à jamais. Un vaisseau scientifique cantuvien avançait lentement près de Jupiter. Les extraterrestres à bord ressemblaient à des humains grands et minces, à la peau violette et dotés de 6 doigts à chaque main. C'étaient des scientifiques intéressés par l'énergie et l'espace. « Capitaine, nous détectons une énergie inhabituelle près de cette petite lune, » dit l'un des quantuviens. Le capitaine regarda son écran. Il semble s'agir d'une station de recherche humaine. Allons enquêter. Les espèces de catégorie 3 ne sont pas autorisées à réaliser des expériences à haute énergie. Le vaisseau quantuvien s'approcha d'une petite station flottant près de la lune de Jupiter. Elle paraissait simple et ancienne, exactement ce que le Conseil attendait d'humains. Le vaisseau se connecta à la station et 4 scientifiques quantuviens y entrèrent. L'ingénieur en chef Frank Collins les accueillit avec un sourire. C'était un homme d'un certain âge, aux cheveux gris et au regard amical. « Bienvenue à la station G12, » dit Frank dans un langage quantuvien parfait. « Comment puis-je vous aider ?» Les quantuviens parurent surpris. Peu d'humains parlaient leur langue difficile. « Vous parlez bien notre langue, » dit le scientifique en chef. Frank sourit. « J'aime apprendre. Souhaitez-vous visiter notre station ?» Frank leur fit visiter les lieux et expliqua chaque zone avec des termes scientifiques qui impressionnèrent les visiteurs. La station paraissait rudimentaire, mais les connaissances de Frank semblaient avancées pour un humain. Soudain, l'alarme retentit sur le vaisseau quantuvien. Les scientifiques se précipitèrent pour constater que leur système était en panne. « Tous les systèmes électriques sont hors service, » dit l'un d'eux avec inquiétude. « La navigation et les communications ne fonctionnent pas. » Frank parut inquiet. « Je peux peut-être vous aider. Je suis doué pour les problèmes mécaniques. » Les quantuviens n'eurent d'autre choix que d'accepter son offre. Ils observèrent Frank examiner leur vaisseau avancé avec de simples outils humains. « Votre couplage électrique est mal aligné. » Frank dit « Je peux le réparer avec ça. » Il brandit ce qui ressemblait à une clé à molette. Les quantuviens doutaient qu'un outil aussi simple puisse réparer leur technologie avancée, mais ils avaient d'un tort. En quelques minutes, Frank rétablit le fonctionnement de leur système. « Comment avez-vous fait ?» demanda le scientifique en chef. Frank haussa les épaules. « Juste des compétences d'ingénierie de base. Nous, les humains,
devons faire preuve de créativité avec des ressources limitées. Après le départ des Cantuviens, Frank contacta la Terre. Il ne se doutait de rien. Il fit son rapport à l'amiral Mercer. Le test fonctionna parfaitement. Leurs systèmes ont réagi exactement comme le docteur Miller l'avait prédit. Pendant ce temps, loin de Jupiter, le lieutenant Nicole Summers travaillait avec une petite équipe dans un lieu secret. Ils étudiaient les cartes stellaires et les routes hyperspatiales empruntées par les vaisseaux du Conseil. Regardez ce schéma, dit Nichols en désignant l'écran. Les vaisseaux du Conseil suivent toujours les routes établies, même s'il existe des voies plus rapides dans ce secteur. Son assistant acquiesça. Ils empruntent les mêmes chemins depuis des milliers d'années. Ils n'ont jamais pensé à chercher des alternatives. Cela nous donne un avantage, dit Nichols. Nous avons cartographié 15 raccourcis qu'ils ignorent. Nos vaisseaux peuvent traverser la galaxie bien plus vite qu'ils ne le pensent. Sur Terre, les programmes d'éducation du Conseil se sont poursuivis dans les écoles et les universités. Le Conseil souhaitait que les humains apprennent leur place dans la galaxie. Il envoya des professeurs extraterrestres expliquer l'histoire et les règles du Conseil. Le professeur Alan Davidson donna un de ses cours. L'observateur veltraxien au fond de la salle acquiesça d'un signe de tête, tandis qu'Alan expliquait les réalisations du Conseil. Le Conseil règne sur la galaxie depuis 10 000 ans, expliqua Alan à ses élèves. Leur technologie et leur savoir dépassent de loin les nôtres. Ce que les veltraxiens n'avaient pas remarqué, c'était l'accent mis par Alan sur certains mots et certaines idées. Il n'enseignait pas la soumission. Il encourageait subtilement la créativité et l'indépendance d'esprit. Les espèces du Conseil ont développé leur technologie sur des milliers d'années, poursuivit Allen. Ils suivaient des schémas établis. Souvenez-vous-en quand vous penserez à l'histoire humaine et à la rapidité avec laquelle nous nous sommes adaptés aux défis. Les élèves ont compris le message caché. Les humains n'avaient pas besoin de milliers d'années. Ils pouvaient trouver des solutions rapidement, d'une manière que le Conseil n'aurait pas imaginée. Après le cours, un élève est resté. « Professeur, allons-nous vraiment accepter d'être indéfiniment en catégorie 3 ?» Alan sourit légèrement. « Le Conseil existe depuis 10 000 ans, dit-il, mais les choses peuvent changer très vite, sans qu'on s'y attende. » Partout dans le système solaire, les humains ont continué à se préparer, à s'adapter et à planifier. Le Conseil ne vit que ce qu'il s'attendait à voir, une espèce simple et docile découvrant sa place dans la galaxie. Un grand vaisseau commercial du Conseil entra en orbite autour de Titan, la plus grande lune de Saturne. Le vaisseau était 2 fois plus grand que le plus grand vaisseau humain. Son capitaine, un valtraxien nommé Kral, envoya un message à la colonie humaine en contrebas. Ici, le capitaine Kral. Préparez-vous à livrer votre tribu de ressources. Diane Foster, la directrice de la colonie, reçut le message dans son bureau. Elle vérifia ses archives et fronça les sourcils. « Capitaine Kral, nous avons livré notre tribu le mois dernier, comme prévu, » répondit-elle. « Le prochain n'est pas prévu avant 2 mois. » Le visage de Kral apparut sur son écran. Sa peau écailleuse s'assombrissait lorsqu'il était en colère. Le Conseil a augmenté les exigences en matière de tribut. Vous fournirez le double du montant normal aujourd'hui. Diane se tenait droite. C'était une petite femme aux cheveux roux courts, mais sa voix était ferme.
Ce n'est pas dans notre accord. Le règlement 317 du Conseil stipule que les modifications de tribu doivent être annoncées 3 mois avant leur entrée en vigueur. Nous n'avons reçu aucun avis de ce genre. Kroll fut surpris. La plupart des espèces subordonnées ne connaissaient pas aussi bien les règles du Conseil. Vous nous donnerez ce que nous exigeons, grommela-t-il, ou il y aura des conséquences. Diane ne recula pas. Nous respecterons l'accord établi, ni plus ni moins. Kral n'avait pas l'habitude d'être défié, surtout par une espèce de catégorie 3. Kral n'était pas habitué à être défié, surtout par une espèce de catégorie 3. Il ordonna à ses soldats de débarquer et de s'emparer des ressources par la force. Lorsque les soldats veltraxiens arrivèrent au dépôt de la colonie, Diane et son équipe se postèrent devant les portes. « Cet acte est contraire à la loi du Conseil », déclara Diane d'une voix forte, veillant à ce que ses paroles soient enregistrées. Le commandant veltraxien leva son arme. « Écarte-toi, humain. » Devant le refus de Diane et de son équipe, les soldats les repoussèrent. 3 humains tombèrent lourdement et ne se relevèrent pas. Tandis que les veltraxiens chargeaient les ressources supplémentaires sur leur vaisseau, ils ne se rendirent pas compte que tout avait été enregistré et envoyé sur Terre. La vidéo montrait les forces du Conseil enfreindre leurs propres règles et blesser des humains qui respectèrent la loi. L'amiral Mercer regardait la vidéo depuis son poste de commandement. Son visage était impassible, mais son regard était dur. « Ils nous ont donné ce dont nous avions besoin, » dit-il. « Envoyez le signal. » À travers le système solaire, des vaisseaux humains cachés reçurent le message. Cheval de Troie activé. Le capitaine Grégory Daniel se tenait sur la passerelle de son vaisseau, qui révélait alors sa véritable nature. Ce qui ressemblait à un vieux navire minier se transforma en panneau caché s'ouvrant pour dévoiler armes et systèmes avancés. « À tous les vaisseaux, prêts !» lui dit le lieutenant Reynolds. « Commencez la première phase », ordonna Grégory. « Liberté pour la Terre. » 20 vaisseaux cachés apparurent en près de Mars, se dirigeant rapidement vers les avant-postes veltraxiens. Les commandants extraterrestres furent stupéfaits de voir des vaisseaux humains armés, pourtant inexistants. Les humains attaquent. « Comment est-ce possible ?» s'écria un officier veltraxien. Leur vaisseau s'était rendu des mois auparavant. Avant que les veltraxiens puissent organiser une défense, les vaisseaux humains attaquèrent avec une rapidité et une coordination surprenantes. En quelques heures, 3 avant-postes terrestres furent libérés du contrôle du Conseil. Sur la planète d'origine du Conseil, l'alarme retentit. Les 7 dirigeants du Conseil se rassemblèrent rapidement. « Les humains sont en rébellion ouverte », rapporta un officier militaire. « Ils ont repris Mars et se dirigent vers d'autres positions. »« C'est ridicule », dit le conseiller veltraxien. « Ils sont de catégorie 3. Leur technologie est primitive. Envoyez notre flotte de combat les écraser immédiatement. Le Conseil a ordonné à ses vaisseaux les plus puissants de se rendre dans le système sol. Ils s'attendaient à une victoire facile contre les forces humaines primitives. Mais ce qu'ils ont découvert les a choqués. Les vaisseaux humains semblaient connaître leur schéma d'attaque avant même qu'ils ne se produisent. Lorsque les vaisseaux du Conseil tiraient, les vaisseaux humains s'écartaient déjà. « Comment prédisent-ils nos mouvements ?» demanda un commandant du Conseil. Sur Terre,
le docteur Miller et son équipe surveillaient les combats depuis leur base souterraine. Leur nouveau système d'IA analysait les tactiques du Conseil en temps réel, traitant les données recueillies au fil des mois. Envoyez un delta de modèles d'ajustement à tous les vaisseaux, ordonna le docteur Miller. Le Conseil passe à sa formation d'attaque secondaire. Les vaisseaux humains reçurent la mise à jour et changèrent de position avant que les forces du Conseil ne puissent achever leur nouvelle formation. Pendant ce temps, un message secret arriva sur Terre de la part du conseiller Yenlo de l'espèce arboréenne. Il était adressé à l'ambassadeur Clark. Je m'oppose à la décision de classer les humains en catégorie 3, disait le message. Les événements récents prouvent que j'avais raison. Je propose d'ouvrir des négociations pour un nouveau statut pour la Terre. Avant que Clark puisse répondre, le message fut intercepté par les services de renseignement veltrexians. Ils accusèrent immédiatement les arboréens d'avoir trahi le Conseil en communiquant avec des humains rebelles. Pour la première fois depuis des millénaires, le Conseil galactique commença à se disputer. Le plus grand cuirassé veltrexian s'approcha d'une station de défense humaine près de la Lune de la Terre. Le vaisseau était 5 fois plus grand que n'importe quel vaisseau humain. Son commandant, confiant, ordonna à ses soldats de monter à bord de la station humaine. « Prenez vite le contrôle », leur dit-il. Ces humains disposent d'armes rudimentaires et d'une formation insuffisante. 50 soldats galtraxiens entrèrent dans la station. Ils portaient des armures lourdes et des armes sophistiquées. Ils s'attendaient à trouver des humains effrayés, prêts à se rendre. Au lieu de cela, ils rencontrèrent le major Lisa Chen et son équipe de combat spécial. Lisa n'était pas grande, mais elle se déplaçait avec une rapidité inhabituelle. Elle étudiait les techniques de combat veltraxiennes depuis des mois. Elle savait que malgré leur taille et leur force, ils se déplaçaient lentement lorsqu'ils tournaient à gauche en raison de leur structure corporelle. Formation Alpha. Lisa ordonna à son équipe via leur casque de communication. Les soldats humains se déplaçaient selon des schémas qui perturbaient les veltraxiens. Ils attaquaient sous des angles que les extraterrestres n'avaient pas l'habitude de défendre. Lorsqu'un veltraxien se tournait pour faire face à un humain, un autre frappait de son côté faible. En quelques minutes, 30 soldats veltraxiens étaient neutralisés. Les autres se replièrent vers leur vaisseau, sous le choc. Impossible. Le commandant veltraxien s'écria au retour de ses soldats. Comment les humains pourraient-ils vaincre nos meilleurs guerriers? Il envoya un message d'urgence au commandement veltraxien, mais celui-ci n'arriva jamais. Sur une petite station en orbite autour de Mars, Paul Martinez et son équipe d'experts en informatique avaient pris le contrôle des réseaux de communication du Conseil. Paul n'avait pas l'air d'un personnage important. C'était un homme discret, vêtu simplement et parlant rarement fort. Mais son esprit comprenait les systèmes informatiques mieux que quiconque. Ils ne se rendent toujours pas compte que nous sommes dans leur système, dit Paul à l'amiral Mercer via un canal sécurisé. Nous pouvons lire tous leurs messages et en modifier certains avant qu'ils n'atteignent leur destination. Grâce à l'équipe de Paul, les vaisseaux humains connaissaient les plans de bataille du Conseil avant même leur mise en œuvre. Lorsque les commandants du Conseil ordonnaient à leurs vaisseaux de se rendre à des endroits précis, certains se retrouvaient avec leur système de navigation
les redirigeant ailleurs. Sur la planète natale du Conseil, les 7 espèces du Conseil tinrent une réunion d'urgence. La grande salle de réunion était pleine de tension, les représentants se disputant. 4 vaisseaux du Conseil ont été neutralisés par les forces humaines, a rapporté un officier militaire. 7 avant-postes ont été perdus. Nous ne comprenons toujours pas comment ils y parviennent. Le conseiller Cantuvien prit la parole le premier. Peut-être avons-nous commis une erreur en classant les humains dans la catégorie 3. Leur adaptabilité est inhabituelle. Absurde, rétorqua le conseiller veltraxien. Ce sont des primitifs qui ont eu de la chance. Nous devons réagir avec toute la force. Les arboréens ont communiqué secrètement avec les humains, accusa un autre conseiller. C'est une trahison envers le conseil. L'arboréanor se leva, furieux. Nous avions suggéré de parler aux humains plutôt que de les traiter comme des animaux. Vous refusez d'écouter. Tandis que le conseil débattait, 4 des 7 espèces commencèrent à remettre en question la décision de combattre les humains. Les Veltraxiens et leurs 2 plus proches alliés insistèrent pour envoyer leur armada d'élite écraser la Terre. « Nous ferons d'eux un exemple », déclara le conseiller veltraxien. « Aucune espèce n'osera plus nous défier. » L'imposante armada veltraxienne, forte de 300 vaisseaux, se préparait à pénétrer dans le système solaire terrestre. Leur commandant était certain que cette démonstration de force mettrait rapidement fin à la rébellion humaine. À l'approche de la Terre, l'armada ne détecta que quelques petits vaisseaux humains et quelques plateformes de défense rudimentaires en orbite. Le commandant de la flotte veltraxienne rit de cette défense dérisoire. « Ce sera fini dans quelques minutes », dit-il à ses officiers. Puis un événement inattendu se produisit. Les simples plateformes orbitales autour de la Terre commencèrent à changer. Des panneaux cachés s'ouvrirent, révélant des systèmes d'armes sophistiqués. Des boucliers énergétiques apparurent autour des plateformes, similaires à la technologie du Conseil, mais quelque peu différents. Le colonel Eric Williams siégeait au centre de commandement du réseau de défense orbitale de la Terre. Pendant des mois, il avait prétendu coopérer avec les occupants du Conseil, tout en apprenant tout sur leurs tactiques et technologies militaires. Toutes les plateformes furent activées. Il fit son rapport à l'amiral Mercer, système de boucliers modifiés en service, armes hybrides prêtes. Le commandant de la flotte veltraxienne fixait son écran, incrédule. Le système de défense humain ne ressemblait plus du tout à ce que ses renseignements lui avaient rapporté. Les plateformes orbitales, supposément primitives, se transformaient en un réseau défensif plus avancé que certains systèmes du Conseil. « Impossible », murmura-t-il. « Ce ne sont que des humains. » Eric donna l'ordre de tirer. Les plateformes de défense libérèrent des rayons d'énergie qui transpercèrent les boucliers veltraxiens comme s'ils étaient faits de papier. Les armes humaines étaient basées sur la technologie du Conseil, mais avaient été modifiées d'une manière que les extraterrestres n'auraient jamais imaginée. « Comment font-ils cela ?» demanda le commandant veltraxien, alors que la première vague de ces navires signalait de lourds dégâts. Le Conseil n'a jamais compris que les humains avaient des siècles d'expérience pour adapter et améliorer les idées des autres. C'était une pratique qu'ils avaient pratiquée tout au long de leur histoire sur Terre. Alors que les combats se poursuivaient à travers le système solaire, l'ambassadeur William Clark se préparait pour sa mission la plus importante. Il se tenait dans une salle de communication au cœur des Rocheuses, entouré d'écrans et d'équipements techniques. « Êtes-vous
Êtes-vous prêt, ambassadeur? Demanda l'amiral Mercer. Clark acquiesça. C'était un homme d'un certain âge, aux cheveux blancs et au regard serein. Le message est prêt. L'équipe de Paul a confirmé pouvoir le diffuser simultanément sur tous les systèmes du Conseil. Cela va tout changer, a déclaré Mercer. Une fois cette information diffusée, il n'y aura plus de retour en arrière. Le Conseil ne nous a pas laissé le choix, a répondu Clark. Ils doivent comprendre que les humains ne sont pas ce qu'ils pensaient. Clark s'assit devant une caméra. Lorsque le signal fut diffusé, son visage apparut sur les appareils de communication de tout l'espace du Conseil. Sur leurs vaisseaux, leurs stations, leurs colonies, et même leur planète d'origine. Peuple de la galaxie, commença-t-il. Je suis William Clark de la Terre. Le Conseil galactique vous a dit que les humains sont primitifs et ont besoin d'être guidés. Aujourd'hui, je vais vous révéler la vérité. La diffusion a ensuite été suivie de vidéos filmées par des humains sur tout le territoire du Conseil. Elle montrait les forces du Conseil maltraitant d'autres espèces subordonnées, accaparant des ressources excessives, punissant ceux qui remettaient en question les ordres, empêchant l'accès à des médicaments de pointe sur des planètes qui en avaient pas besoin. Les images les plus choquantes provenaient d'une caméra cachée dans la salle de réunion du Conseil. Ils montraient une enquête des membres du Conseil, concluant des accords secrets pour se voler mutuellement des ressources et planifiant de maintenir toutes les espèces sous leur domination à jamais. Le Conseil n'existe pas pour aider la galaxie, poursuivit Clark. Il existe pour préserver le pouvoir de cette espèce qui craignent toute personne différente d'elle. La diffusion atteignit tous les recoins de l'espace du Conseil. Paul Martins et son équipe s'assurèrent que personne ne puisse interrompre la transmission. Sur des dizaines de mondes, les spectateurs étaient sous le choc. Nombreux étaient ceux qui soupçonnaient le Conseil de ne pas être honnête, mais ils en avaient désormais la preuve. Plusieurs espèces subordonnées commencèrent à remettre en question leur propre classification. Le Dr Miller termina son travail juste avant la fin de la diffusion. Debout dans son laboratoire, elle observait sa dernière création. Un système de communication capable de communiquer directement avec les espèces que le Conseil avait séparées. Ça marche, expliqua-t-elle à son équipe. Nous pouvons désormais communiquer avec n'importe quelle espèce de la galaxie en utilisant ses propres schémas linguistiques. En quelques heures, les humains se sont connectés à 12 espèces subordonnées différentes. Pour la première fois, ces espèces pouvaient communiquer entre elles sans l'autorisation du Conseil. Ils ont partagé leurs histoires de maltraitance envers le Conseil et ont commencé à comprendre qu'ils n'étaient pas seuls. Une coalition a commencé à se former. Les systèmes tactiques humains ont aidé à coordonner les vaisseaux de différentes espèces qui n'avaient jamais travaillé ensemble auparavant. Une flotte se rassembla près de Jupiter, des vaisseaux de toutes formes et de toute taille, unis par leur désir de s'affranchir du contrôle du Conseil. Pendant ce temps, sur la planète natale du Conseil, le chaos s'étendait. Les 7 espèces dirigeantes s'accusaient mutuellement de trahison. L'alliance millénaire était en train de s'effondrer. C'est une tromperie humaine, s'écria le commandant suprême veltraxien lors d'une réunion d'urgence. Ils nous ont montés les uns contre les autres avec des mensonges.
Sont-ce des mensonges? Demanda le représentant d'Arboréane. Les vidéos correspondent à nos propres archives. Vous projetez de vous emparer de notre territoire depuis des décennies. 4 espèces du Conseil se sont officiellement dissociées, exigeant une nouvelle direction et une révision complète de toutes les classifications d'espèces. Les Veltraxiens et leurs 2 fidèles alliés refusèrent ce changement. Les humains en sont la cause, déclara le chef Veltraxien. Ils doivent être complètement anéantis. Le commandant suprême Veltraxien rassembla toutes les forces loyales restantes. Sa flotte était toujours puissante, comptant près de 200 navires dotés des armes les plus sophistiquées. Il les conduisit personnellement vers le système solaire, espérant écraser définitivement la rébellion humaine. « À notre arrivée, dit-il à ses capitaines, vous verrez une flotte humaine désespérée livrer son dernier combat. Nous les détruirons et rétablirons l'ordre dans la galaxie. » Ce qu'il découvrit le choqua profondément. Alors que sa flotte quittait l'hyperespace près de Saturne, elle se retrouva confrontée non seulement à des vaisseaux humains, mais aussi à des vaisseaux de 12 espèces différentes. La flotte combinée était plus importante que toute autre force que le Conseil avait connue depuis 1000 ans. L'amiral Mercer se tenait sur le pont de l'EES Défiant, désormais navire de commandement de cette nouvelle alliance. Le lieutenant Hayes avait contribué à l'élaboration d'un plan de bataille exploitant les atouts de l'AS Défiant, désormais navire de commandement de cette nouvelle alliance. Le lieutenant Hayes avait contribué à l'élaboration d'un plan de bataille exploitant les atouts de chaque espèce. « Tous les vaisseaux sont prêts », annonça Hayes à Mercer. Les Veltraxiens n'ont nulle part où fuir. Pour la première fois de sa longue carrière militaire, le commandant suprême Veltraxien ressentit de la peur en voyant l'imposante flotte qui lui faisait face. Le commandant suprême galaxien ressentit de la peur en voyant l'imposante flotte qui lui faisait face. Il s'agissait d'espèces qui n'avaient jamais travaillé ensemble auparavant, des espèces que le Conseil avait délibérément séparées pour éviter précisément une telle situation. « Comment les humains ont-ils pu y parvenir en moins d'1 an » murmura-t-il. « De quel genre d'espèce s'agit-il » 1 an après que le Conseil galactique eut déclaré les humains, espèces subordonnées de catégorie 3, des représentants de 27 espèces différentes se sont réunis sur une station spatiale en orbite autour d'Europe, l'une des lunes de Jupiter. La station était construite avec un mélange de technologies humaines et extraterrestres, symbolisant cette nouvelle coopération. Les Veltraxiens avaient finalement capitulé après une série de batailles dilaces et décisives. Leurs vaisseaux n'étaient pas de taille face à la flotte combinée menée par les humains. Leur commandant suprême avait été capturé et était désormais assis à la table des négociations, son visage d'écaille ne trahissant aucune émotion, mais ses yeux emplis d'incrédulité. L'amiral Mercer et l'ambassadeur Clark menaient la délégation humaine. Ils étaient assis face aux anciens membres du Conseil, dont le grand ancien Faxel, qui paraissait bien plus âgé qu'il y a 1 an. « Nous sommes ici pour créer un nouvel avenir pour toutes les espèces », commença Clark. « Non pas un avenir où certains dominent les autres, mais un avenir où chacun a voix au chapitre. » Au cours des 3 jours suivants, les délégués ont travaillé sur une nouvelle charte galactique. L'ancien système de catégories serait aboli. Toutes les espèces intelligentes auraient les mêmes droits pour développer la technologie
explorer l'espace et se gouverner elle-même. Mais comment l'ordre sera-t-il maintenu sans l'aide du Conseil? Demandez à un ancien membre du Conseil. Par la coopération et non par le contrôle, répondit Mercer. Chaque espèce possède des atouts différents. Ensemble, nous sommes plus forts que séparés. La technologie développée par les humains durant leur résistance était désormais partagée avec leurs alliés. Le docteur Miller expliqua ses découvertes à des scientifiques venus d'une douzaine de mondes. Leurs connaissances combinées créant des avancées que l'ancien Conseil n'aurait jamais permises. Le Conseil croyait que le progrès devait être lent et contrôlé, expliqua le docteur Miller à un groupe de scientifiques extraterrestres. Mais lorsque des esprits différents collaborent, des choses étonnantes se produisent rapidement. Le 4e jour, le grand ancien Taxil se tenait devant les représentants réunis. Le doyen de l'ancien conseil semblait fatigué mais déterminé. Pendant 10 000 ans, nous avons cru que notre voie était la seule, dit-il d'une voix douce. Nous avions tort. Les humains nous ont montré qu'il existe des chemins que nous n'avions jamais envisagés. Taxel prit le document qui classait les humains comme subordonnés un an plus tôt. Avec une cérémonie solennelle, il le déchira en deux. Au nom de l'ancien conseil, j'ai renoncé à cette déclaration, annonça-t-il. Les humains ne sont subordonnés à personne. Peut-être avions-nous des leçons à leur sujet. La cérémonie s'est déroulée à bord du Is Defiant, le même vaisseau où le commandant Olivia Blackwell avait appris pour la première fois la subordination de l'humanité. Elle se tenait au garde-à-vous tandis que les dirigeants des 27 espèces signaient la nouvelle charte. Aviez-vous imaginé que cela arriverait lorsque vous avez reçu ce premier message? Demanda doucement l'amiral Mercer. Non, admit Olivia, mais je savais que les humains n'accepteraient pas d'être contrôlés éternellement. Ce n'est pas dans notre nature. Dans les mois qui suivirent, un nouvel ordre galactique prit forme. La Terre devint un centre de coopération, non pas parce que les humains l'exigeaient, mais parce qu'ils avaient prouvé qu'ils étaient des connecteurs naturels entre différentes espèces. Le docteur Amanda Wright, qui avait été la première à remarquer que le Conseil sous-estimait l'adaptabilité humaine, dirigeait désormais une coalition scientifique composée de membres de 30 espèces. Leur premier projet consistait à développer des traitements médicaux susceptibles d'aider toutes les formes de vie. Le lieutenant Peter Hayes, qui avait analysé les faiblesses du Conseil, créa une académie de défense galactique. Là, des militaires de différents mondes partageaient leurs connaissances et leurs tactiques, apprenant les uns des autres au lieu de se battre. Le capitaine Gregory Daniels et le lieutenant Kate Reynolds prirent le commandement d'un nouveau vaisseau, l'UAS Unity. Son équipage comprenait des membres de 15 espèces différentes. Leur mission était d'explorer des zones de la galaxie que le Conseil avait déclarées interdites. La plus grosse erreur du Conseil a été de vouloir nous contrôler, a déclaré l'amiral Mercer lors de la cérémonie de lancement du nouveau vaisseau. Il n'a pas compris ce qui différencie les humains. « Qu'est-ce que c'est, monsieur ?» a demandé un jeune officier. Tout au long de notre histoire sur Terre, les humains ont été confrontés à d'innombrables défis. Nous avons survécu aux glaciations, aux maladies, aux guerres et aux catastrophes. À chaque fois, nous nous sommes adaptés et sommes devenus plus forts, expliqua Mercer. Les espèces du Conseil ont évolué dans des environnements stables et peu menacés. Elles n'ont jamais appris à changer rapidement
ni à penser différemment. Comme l'a expliqué l'unité de partit en mission, porteuse d'espoir pour de nombreux mondes. Le message était clair pour tous les habitants de la galaxie. Il ne fallait jamais sous-estimer une espèce qui avait passé toute son existence à surmonter des obstacles. Ce qui semblait être la plus grande faiblesse de l'humanité, sa jeunesse et son inexpérience comparées aux anciennes espèces du Conseil, s'était avéré être sa plus grande force. La galaxie avait changé à jamais, tout cela parce que le Conseil galactique avait déclaré les humains subordonnés et l'avait immédiatement regretté.